Emmanuel Béard. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Question simple, comment ça va? Il y a le théâtre? Ça va bien, oui, il y a le théâtre, c'est-à-dire il y a eu une après-midi hier, il y a eu 2 après-midi samedi, donc effectivement je suis dans un état un peu second, mais je vais essayer d'être bien. C'est vrai que c'est le jour de relâche, merci d'être venu, puis de nous le consacrer, hein. C'est le seul jour. Hein. Il est attendu avec impatience ce jour de relâche? Oui, c'est très étrange, oui, et en même temps on se dit, on est un peu paumé, comme on est habitué à jouer tous les soirs, vers 11 h du soir on se dit tiens il manque quelque chose. Mais bon c'est vrai que ça fait du bien quand même, faut pas exagérer. Oui, alors ça c'est une longue traversée, ce Marivaux, cette double inconstance de Marivaux, théâtre de l'Atelier, que vous jouez avec... avec le Père Auteuil. Vous dites le Père Auteuil? Le Père Auteuil, oui. Ah ouais, bah bravo, il va être content, avec Daniel Auteuil. Donc tous les soirs, un grand succès. Les jeunes sont complètement... Vous avez un public aussi très jeune. C'est fou ça. Moi je suis étonnée. C'est vrai que la moitié de la salle est une salle entre 15 et 18 ans. Toutes les écoles viennent alors que Marivaux n'est pas au programme. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a Molière, Racine, mais il n'y a pas Marivaux. Ah bon? Et ils sont là, ils sont, je sais pas, comme s'ils voyaient un film populaire. Ils sont complètement dans l'action, ils nous soutiennent, et puis on a un véritable triomphe. Je pense qu'il y a deux choses, il y a le succès et le triomphe, et on peut dire que cette pièce est un triomphe. Donc ça fait du bien par où ça passe, comme on dit, hein? Oui. Ouais, tous les soirs. Oui, Daniel disait que lui, le public le sécurise, le public de théâtre. Vous aussi? Ah, c'est les deux. C'est les deux, parce que, effectivement, on dit souvent qu'on est sans filet, et c'est tout à fait vrai. Il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire que certains soirs, tout d'un coup, Dieu est avec nous, et c'est fabuleux, et on a l'impression de s'envoler, on a cette communication directe, évidente, avec un public qui est là, qui vous soutient. Et puis certains soirs, on a l'impression que rien ne va, et on essaye de les conquérir, et on a l'impression qu'ils vous aiment pas. Et c'est ce mélange des deux, c'est cette envie d'y aller, et cette envie de fuir en même temps. Alors il y a des soirs où Dieu est aux abonnés absents? Oui, il y a quelques fois où il n'est pas là. Bon, en tous les cas, ça marche très fort, et ça, c'est jusqu'à fin juin. Et ensuite, ça sera une tournée, donc à Paris. Alors, on parle de cette Manon, quand même, c'est pas rien dans une carrière, cette Manon. Non, ça... Quel rapport vous avez avec Manon, tiens? Daniel nous a expliqué ses rapports avec Hugolin. Et vous, alors, les rapports avec Manon? Manon, ça a été... Manon, c'était un rôle très très difficile à jouer parce que, si vous voulez, bon maintenant ça fait 2 ans qu'on l'a tourné et il en reste le souvenir, quelque chose de lointain, d'assez douloureux en fait dans le souvenir parce que c'était quelqu'un de si fermé, de si seul, de si douloureux intérieurement, ne sachant plus vraiment comment s'exprimer, ne sachant plus comment communiquer avec les gens. Et donc j'ai le souvenir comme ça de m'être fermée pendant 9 mois. Et c'est donc ce souvenir-là un peu douloureux. Mais en même temps, bon, pour parler du succès, c'est un souvenir formidable. Parce que sans ça, sans Manon, je serais certainement pas là aujourd'hui. Et j'aurais certainement pas l'occasion d'être en haut de l'affiche au théâtre. Et donc c'est Manon qui a tout déclenché. Oui. Mais c'est le personnage qui a laissé quelque chose de très fort. Oui. Oui, à la fois, bon, vous avez une reconnaissance vis-à-vis de ce personnage, et puis vous vous dites, je suis sûr, secrètement, j'aimerais bien quand même, un jour, qu'on ne parle plus de ça et qu'on parle d'autre chose, non? Ça doit être un peu... Oui, mais j'ai moins peur. Bon, je sais que le film restera très fort. Je sais que Daniel, certainement, doit avoir cette crainte-là beaucoup plus que moi. Parce que le rôle, quand même, très 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 fort de film, c'est Hugolin. Manon est un rôle très fort, mais je suis sûre que j'ai pas dit mon dernier mot encore. Je suis sûre qu'il y a d'autres rôles à jouer qui seront tout aussi forts que celui de Manon. En attendant cette Manon, vous avez eu le César 87 du meilleur second rôle féminin. Ouais. Je dirais même qu'ils auraient pu aller jusqu'au meilleure actrice, quoi. Non, en fait, non, paraît-il. Parce que comme il y avait 2 films, et les 2 films étaient en compétition, et que moi, je ne suis seulement que dans un film, donc je pouvais pas être meilleure actrice. Enfin, ça, c'est les critères des Césars. Bien, alors on reparlera un peu aussi de Manon, comment tout ça s'est passé. Simplement un petit mot sur la fameuse scène d'amour, la déclaration d'amour d'Hugolin dans La Garrigue, où Daniel Auteuil nous expliquait la semaine dernière que cette scène avait été difficile en fonction des relations personnelles que vous avez, l'un et l'autre, qui sont publiques, donc, et il en a parlé. Pour vous, elle a été... Ah, je le reconnais bien, là. Il dit toujours, je vais pas en parler. Quand il y va, il en parle toujours. C'est lui, ça. C'est pas honteux, c'est beau, une histoire d'amour. Ben oui, bien sûr. Non, mais c'est... Alors, cette scène, vous l'avez traversée facilement?
Non, elle a été très difficile. Je ne sais pas si vous a dit qu'on l'a déplacée, qu'on devait la jouer. Enfin, elle a mis 15 jours à se mettre en place parce que Berry n'arrivait pas à trouver le lieu. Donc déjà, ça a été très pénible. Et puis je crois que, si mes souvenirs sont bons, moi j'étais très très haut dans la scène. Et j'ai vu tout d'un coup Auteuil avec un turban blanc sur la tête. Il était en train de se choper une insolation. Je ne sais pas si vous a raconté ça. Non, non. Il était à moitié dans les pommes et je me suis dit mince, ça va très très mal pour lui parce qu'il y avait le soleil qui tapait plus que jamais ce jour-là particulièrement et on était tous les deux dans un état effectivement de fébrilité assez avancé. Et ce qu'il y a de formidable aussi, c'est que quand Claude Berry, parce qu'il faut lui rendre aussi un hommage, a monté ces 2 films qui représentaient un budget important, beaucoup de gens ont dit « Oh, mais Pagnol, ça n'intéresse plus les jeunes. » Oui, c'est ça, personne n'y croyait. Mais je crois qu'il se passe un truc dans le cinéma français, à la télé, dans la chanson, c'est que au lieu de donner de la qualité, de penser au beau, on pense souvent au commercial. Et moi, je crois qu'il faut inverser le système. C'est-à-dire qu'il faut penser au beau avant tout. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il faut leur donner de la qualité, des beaux films. Et en ça, Claude a eu totalement raison de se battre contre tous les gens qui pouvaient penser, comment penser d'ailleurs que Pagnol n'intéressait pas les gens, alors qu'il est complètement actuel, universel, et que cette histoire, elle concerne tout le monde. Et je suis sûre qu'elle elle a passé les frontières, elle l'a prouvé d'ailleurs, et que c'est tout à fait... Enfin voilà, ça c'était... En tous les cas, immense succès, déjà sur le territoire français, dans les pays francophones. Donc, Pagnol, les grands et continuent aux États-Unis, d'exister. parce que moi j'ai été aux États-Unis, passé pas mal de temps l'année dernière, et je peux vous assurer que Manon des Sources a été vraiment un grand succès pour un film français. Il a été distribué dans plein de salles, ce qui est rare. C'est vrai, ce qui est rare. Bon, alors, il y a eu la rencontre avec Berry, parce que un rôle arrive comme ça, mais ça n'arrive pas aussi simplement que ça. Alors, avec Berry, alors, bon, d'abord, pas d'accent, une Manon qui n'a pas d'accent, ça gênait personne d'ailleurs, parce que quand on voit le film, ça gêne pas, on ne se pose même pas cette question. Et le père n'a pas d'accent. Le père n'a pas d'accent. Bon, alors, Berry, comment Berry est arrivé jusqu'à vous? C'est toujours très aussi mystérieux, dans les castings. Oui, c'est mystérieux parce qu'en plus... il se trouve que mon agent avait souvent parlé de moi à la directrice de casting, qui faisait le casting du film de Claude. Et Claude avait une espèce d'image comme ça de moi qui correspondait pas du tout à Manon, de quelqu'un de sophistiqué, quelqu'un qu'il avait vu, je crois, dans le film L'amour en douce, où je jouais une call girl. Et il n'avait pas envie de moi pour le rôle de Manon. Et puis, je sais pas, un jour on s'est rencontrés, j'étais nommée au César, lui aussi, on s'est rencontrés au déjeuner. Il m'a regardé longtemps, il m'a regardé manger, il m'a regardé parler. Et à la fin, il est venu vers moi, il m'a dit « Écoutez, physiquement, il y a un truc qui m'intéresse, seulement vous êtes trop vieille. » Ah oui, Et puis, je sais plus, il y avait une autre raison. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai dit « Bon, donc c'est fini, effectivement, je jouerai pas Manon. » Qu'est-ce qu'on ressent? Attendez, pardonnez-moi Emmanuel, qu'est-ce qu'on ressent quand on mange avec le metteur en scène, qu'on sait qu'à l'issue du repas, on joue peut-être le rôle? Je vais vous dire, c'était d'autant plus embarrassant que... Donc, j'étais nommée pour L'amour en douce, j'avais le tailleur de L'amour en douce, j'étais habillée d'une façon très sophistiquée, j'avais des bijoux, des boucles d'oreilles, j'étais maquillée. Enfin bref, j'étais totalement le contraire de ce que Claude rêvait pour le rôle de Manon. L'anti-sauvageonne. Je me suis sentie mal. J'ai commencé à enlever mon blazer, j'ai commencé à remonter mes manches, je me suis dit, bon, il faut falloir que je... Et en même temps, bon, je crois que j'ai été moi, et puis c'est ça qui l'a séduit. Là, il s'est décidé alors après, en deuxième temps. Comme pour Auteuil d'ailleurs. Le lendemain, il m'a téléphoné en me disant « Je vais t'envoyer les 2 livres, je voudrais que tu les lises. » Je lui dis « Claude, je suis du Midi et ces 2 livres-là, je les connais par cœur. » Vous avez été élevé, vous avez passé votre enfance dans le Midi. Et il m'a dit « Ah bon, bon. » Alors il me dit « Alors est-ce que tu veux venir passer des essais ?» J'ai dit oui. Alors j'y étais et j'ai passé des essais, qui étaient très mauvais d'ailleurs. Et ensuite... Il m'a posé plusieurs questions, il a fait une espèce d'interview comme ça. Il m'a fait parler de mon enfance, de mon père, de ma vie dans le Midi. Et puis tout d'un coup, il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait plein de choses qui pouvaient peut-être ressembler à son personnage. Vous l'avez habité tout de suite, cette Manon? Vous l'avez apprivoisée tout de suite, cette Manon? Vous êtes rentrée dedans facile? Oui. Mais j'étais surtout tellement heureuse que quelqu'un me donne la chance de pouvoir... quand on fait ce métier, c'est souvent parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on a des choses à sortir de soi, et tout d'un coup, en trouvant Manon, j'ai eu l'impression que je pouvais
me servir de moi. Et comme c'est quand même les seules choses qu'on a au départ, c'est de pouvoir piocher ce qu'on a à l'intérieur, j'ai été rechercher des impressions que j'avais comme ça, môme, quand j'étais dans la colline, quand j'étais avec les animaux, ce contact avec les animaux que j'ai toujours eu, puisque j'ai été élevée avec 7 chiens et 14 chats et des canards, des lapins dans la maison, enfin bref. Et donc, déjà, ce contact merveilleux que j'ai eu avec les chèvres tout de suite, le contact avec la nature, la violence de Manon, qui est une chose aussi que j'avais petite. J'aimais bien être seule, j'aimais bien être tranquille, j'aimais pas parler trop. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui... Mais cette violence, d'ailleurs, existe, à mon avis, toujours, parce que malgré, comment dirais-je, un abord qui est facile avec vous, vous êtes charmante, etc., on sent quand même une retenue. On se dit, ça pourrait exploser d'un instant à l'autre. Vous explosez de temps en temps? Oui, oui, assez fort d'ailleurs. Mais là, ça va mieux parce que depuis que je joue la pièce, comme j'explose, la première scène, c'est une scène d'explosion, donc je suis calmée, j'ai ma dose par jour. Bon, alors, Emmanuel, on reprend le résumé des chapitres précédents. Vous êtes né un 14 août. C'est un signe du lion? Oui. C'est un bon signe, hein, ça. Oui, c'est un signe de battante et en même temps, c'est un signe fragile. Donc, je pense que c'est deux choses qui sont essentielles. Et c'est un signe très ambitieux aussi. Ça vous caractérise complètement, les caractéristiques du lion, là, battante, oui. Fragile, ambitieuse? Ambitieuse, oui, aimant bien le luxe, enfin, je parle pas de l'argent, mais aimant bien vivre dans une chose chaude comme ça et luxueuse. Il y a plein de choses qui sont tout à fait ressemblantes. Donnez-moi une définition de l'ambition. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune femme de votre âge, l'ambition? Il y a eu deux stades. Il y a eu les mauvaises raisons pour lesquelles on peut choisir ce métier, qui sont le succès, qui sont l'envie de dépasser le quotidien, l'envie d'être reconnu, l'envie d'être exceptionnel, l'envie de faire rêver, tout ça, j'appelle moi ça les mauvaises raisons. Et puis quand on a touché à ce métier, on se rend compte à quel point tout ça, on le dépasse très vite. Et après, il y a cette ambition féroce de devenir une grande comédienne. Et ça, c'est évidemment ce qui est le plus difficile à acquérir. Mais cette ambition prime tout par rapport à la vie. Le reste passe après. C'est vraiment la ligne de mire, l'objectif à atteindre? Honnêtement, pour moi, oui. Vraiment? Vraiment. Vous seriez prêt j'y ai mis, ça fait maintenant 5 ans que j'y mets toute mon énergie, ça fait 5 ans que je me défonce comme une malade et que toute ma vie me sert à ça, puisqu'en fait, c'est très étrange parce que c'est la grande question, est-ce un métier, est-ce une façon de vivre, et en fait, je pense que... Est-ce une psychothérapie permanente? Est-ce une psychothérapie permanente, exactement, et c'est pour ça qu'il est souvent difficile d'expliquer pourquoi on a eu envie d'être comédienne sans être indiscret, parce qu'on est forcé de parler de soi, forcé de parler de son enfance, forcé de parler de ses sentiments les plus profonds. Et donc, je me suis perdue dans quelque chose. Non, vous me disiez que la finalité, c'était l'ambition et que ça passerait avant tout. Et oui, et donc, j'ai choisi ce métier quand j'avais 18 ans, et il n'était pas question d'en faire un autre, et c'est toujours comme ça. Oh, mais vous l'avez choisi avant. Vous n'avez pas fait à 12 ans quelque chose Mais ça, c'était un truc un peu par hasard, parce que... De Mal et Môme? De Mal et Môme, c'était un metteur en scène qui recherchait ma mère jeune. Donc, il s'est demandé si ma mère avait eu un enfant, et donc, voilà. Oui. Il a débarqué dans le hameau de Cavillon, j'habitais, et il a dit, est-ce que tu veux faire du cinéma? Je dis, ben, oui, pourquoi pas. Il reste des souvenirs de ça? Oui, je me suis bien amusée. Oui. C'est un avantage, quand on veut faire ce métier, de porter le nom que vous avez, qui est un nom célèbre, puisque tout le monde connaît naturellement la carrière de votre père. C'est un avantage. Quand on connaît bien le métier, c'est pas forcément un avantage. C'est joli, les cheveux tirés comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait moins le look sophistiqué, comme disait Berry. Ouais. Oui, revenons à notre question, là, on s'égare. Et comment vous dire, c'est un avantage. C'est un couteau à double tranchant. C'est effectivement au départ le fait de s'appeler Béa a certainement attiré quelque part la curiosité des gens, se demander qui pouvait bien être la fille de Guy Béard et ce qu'elle voulait. Et puis c'est un désavantage par rapport à la profession parce que il est évident qu'on se demande souvent pourquoi j'ai fait ce métier si c'est pas quelqu'un qui m'a poussé derrière. Et... Oui. Or je crois que c'est une question complètement bête et fausse parce qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas une passion, une envie de travail, une envie de se donner à fond, et ça, c'est pas héréditaire.
Mhm. Bon, alors vous avez travaillé, cours chez Jean-Laurent Cochet. Vous avez plus de chance que Auteuil, là, on vous a accepté. Lui, on l'avait refusé dans les cours. Ah oui, il a été refusé au conservatoire. Oui, au conservatoire, oui. Et alors, bon, alors ces cours, vous les avez suivis longtemps? 2 mois et demi. Et alors? Oh, bah, c'est court, ça. Ouais, c'est court. Mais ça me correspondait pas. Ça me correspondait pas, les cours. J'étais à l'époque, beaucoup trop timide, beaucoup trop rentrée pour pouvoir... en plus, Cochet était quelqu'un de très difficile, de très dur, et je me sentais minable sur scène. Donc, j'ai très vite abandonné, et j'ai eu la chance d'être engagée par Jean-Pierre Doniac, qui faisait le film Un amour interdit, oui. et qui a... et je correspondais physiquement totalement à ce qu'il recherchait, donc j'ai fait mon premier film comme ça. Je vous soupçonne, Emmanuelle, quand même, sous cette douceur et cette blondeur apparente, d'avoir quand même beaucoup de caractère. Hein. Bah, c'est difficile de répondre, mais... Comment c'est difficile? Il faut être sincère. Oui. D'ailleurs, c'est pas un défaut d'en avoir. On est obligé d'en avoir. On est obligé, puis je sais pas, c'est... j'en ai toujours eu, je crois. Je suis... mais c'est plus de la volonté qu'un caractère, plus la volonté de toujours bien faire, c'est plus ça que vraiment un caractère exceptionnel. J'imagine qu'après Manon et le César, il est arrivé des propositions. D'ailleurs, je sais qu'il y en a une qui vous est arrivée, mais il y en a d'autres, j'imagine. Il y en a eu beaucoup? Après Manon, il y en a eu beaucoup. Et puis ça s'est un peu calmé parce que j'ai refusé beaucoup de choses. On vous proposait, j'imagine, des personnages à peu près semblables, vu l'imagination des producteurs. Oui, oui, vous avez raison, oui. Non, généralement, je crois honnêtement qu'on m'a jamais proposé un rôle de femme. Et je pense que je suis à la recherche d'un rôle de femme, tout simplement. J'ai pas envie de jouer... Bon, j'ai joué une jeune bergère, j'ai joué un ange aux États-Unis après Manon, j'ai joué une jeune fille qui sortait d'un couvent, et j'ai tout simplement envie de jouer maintenant un rôle de femme qui a ses problèmes, qui a ses joies, qui a peut-être un enfant, qui a quelque chose... Je veux dire, mon voyage dans la 7e dimension m'a beaucoup plu, mais j'aimerais bien... revenir sur Terre. Bon, vous aimeriez par exemple jouer une jeune femme, vous avez 22 ans et demi, hein, pas encore 23, la vie quotidienne par exemple d'une jeune femme, mère de famille, habitant la banlieue, ayant le travail, le quotidien, c'est ce que vous aimeriez un rôle très réaliste, très près du quotidien? Ça veut peut-être rien dire, vous me direz, mais oui. Mais pas du tout, non, non, je dis pas ça. Non, oui. C'est vrai que j'ai envie de ça, j'ai envie de... Je suis quelqu'un qui a été élevé comme ça et... Qui a été élevé comment? Avec des responsabilités, je suis l'aînée de 5 enfants dont je me suis toujours occupée. J'ai été élevée, ma mère m'a toujours élevée avec la liberté, mais aussi les responsabilités. Déjà, s'occuper de 5 enfants, c'est beaucoup. Et j'aimerais retrouver tout ce côté réaliste, matériel qu'elle m'a donné, elle, dans son éducation. Et je suis sûre que je pourrais faire quelque chose d'un rôle comme ça. Vous les ressentez bien, les jeunes filles, les jeunes femmes de votre génération, Emmanuelle? Quelles en sont, à votre avis, sans faire de comment dirais-je, de généralité, mais quelles sont les lignes forces, finalement, de cette génération de jeunes femmes que vous représentez, que je trouve, qui ont vos caractéristiques, c'est-à-dire une volonté sans concession et à la fois fragile? Comment vous les ressentez, cette génération à laquelle vous appartenez? Je pense que déjà on est issu d'une autre génération qui était, par exemple, je prends l'exemple de ma mère, qui était la génération de 68, de mai 68, qui était une génération d'idéologie, des gens qui se battaient pour le monde et pas pour soi. Et je crois que maintenant, on est une génération beaucoup plus égoïste. On est des gens qui se battons pour nous-mêmes avant tout. Et je pense que c'est pas une mauvaise façon d'aborder le monde, parce que si on se bat chacun pour soi et si on essaye chacun de faire quelque chose, forcément les choses vont évoluer et vont marcher. La modification du monde passe par l'engagement politique? Oui. Par l'engagement personnel, par l'engagement politique, certainement, oui. Moi, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas de politique, ça ne veut rien dire. À partir du moment où on est attaché à son pays, où on a envie que son pays prenne une direction ou une autre, on est obligé de s'engager pour quelqu'un. Dans cette période d'élection présidentielle, Daniel et vous vous êtes engagés, si j'ai lu d'après une certaine gazette, derrière un candidat. Oui. Oui. En fait, vous êtes mitterrandiste, hein? Oui. Voilà. Oui, on est surtout... Enfin, moi, personnellement, je ne veux pas parler au nom de Daniel, je suis pour l'homme. Je pense que c'est le seul homme qui ait la stature d'un président de la République. Mitterrand est quelqu'un qui ne fait pas forcément une politique totalement de gauche. C'est quelqu'un moi, que je vois comme quelqu'un de plutôt centriste. Et je trouve que c'est l'homme
que les Français doivent élire aux prochaines élections. Bon, vous pensez que c'est le rôle des acteurs, des artistes en général, d'afficher leurs opinions politiques? Ma question est absolument pas perfide, elle est vraiment interrogative. Non, non, c'est pas le rôle. Et moi, je voudrais pour rien au monde que qui que ce soit m'écoute, c'est mes idées. Mais effectivement, à partir du moment où les gens nous le demandent, et vous me demandez de répondre, il me semble que je dois le faire honnêtement. Bien sûr, c'est ce que vous avez fait, mais d'ailleurs d'autres artistes se sont engagés, derrière M. Chirac, d'autres derrière M. Barre. Il y en a un peu du côté du parti. C'est que, vous savez, en période d'élection, on nous laisse pas vraiment tranquille. Je veux dire, à chaque fois qu'on fait une interview. Vous êtes beaucoup sollicité? Il paraît que les attachés de presse, enfin les directeurs de cabinet des candidats téléphonent aux artistes en disant « vous pourriez pas venir pour nous ». Vous savez qu'on a reçu à peu près les lettres de tous les candidats qui se présentent, en nous disant qu'ils allaient améliorer notre statut, qu'on allait... Voilà. Dites-moi, Emmanuel, vous disiez tout à l'heure, bon, la disparition des idéologies, oui, ce qui est très flagrant par rapport à la génération de votre mère, 68, mais c'est pas triste. Vivre sans une idéologie quelconque, d'un monde meilleur, d'une morale plus juste, d'une répartition, enfin le tiers-monde, etc., vivre sans idéologie, c'est pas quand même quelque part vivre d'une façon comme un orphelin? Mais moi, j'en suis pleine d'idéologie. Mais non, je crois par rapport... Bon, par exemple, prenons, puisque je suis une femme, prenons ce qui s'est passé pour la révolution de la femme, on peut appeler ça comme ça. Je trouve que c'était formidable, mais ça les a amenés trop loin, pour moi, à mon avis. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire trop loin? Je pense qu'il était important que la femme soit indépendante. Je pense qu'il était important qu'on apprenne aux femmes que si elles ne travaillaient pas, elles seraient toujours victimes, et elles resteraient à la maison, et que leurs conditions ne s'amélioreraient pas, mais j'ai l'impression, et je vois parce que je connais beaucoup de filles de mon âge qui sont complètement paumées, qui ont eu cette liberté qui a été amenée par la génération d'avant, c'est-à-dire liberté sexuelle, liberté de travail, et qu'elles finalement, elles sont complètement paumées. J'ai l'impression qu'elles savent plus très bien, elles ont pas de point d'attache, elles ont pas de... Et en ça, moi, je suis complètement rétro. C'est-à-dire que moi, je pense absolument pas qu'il faut que les filles se défoncent n'importe où avec n'importe qui. Je pense qu'il est bien de tâter le feu, mais quand on s'y brûle, ça fait mal et on s'en remet mal. Donc je parle de ça parce que ça me concerne et c'est vrai que moi, j'ai été... dans la génération où effectivement on donnait la pilule aux filles très jeunes, on leur disait faites ce que vous voulez, on leur disait, j'espère que je choque personne mais non, pas du tout, pas du tout. Mais ça m'a profondément choquée et j'ai vu beaucoup de filles qui n'en sont pas sorties tout à fait intactes. Bon, il y a plusieurs films et notamment des films américains, un grand cinéaste comme Mazursky a posé le problème justement de ces femmes qui, vous avez expliqué toute cette libération, qui sont affirmées professionnellement et souvent de façon talentueuse, mais qui ont beaucoup de difficultés à concilier la réussite professionnelle et la réussite d'une vie privée. Mais c'est vrai qu'on a perdu un peu l'aspect famille, on a perdu... C'est vrai que les enfants en ont beaucoup souffert, à mon avis. Toutes ces femmes qui partaient, qui disaient écoute, moi j'ai pas besoin de père, je peux élever mon enfant toute seule. Bon, je comprends qu'on ait été si loin, mais je pense que les enfants en ont beaucoup pâti aussi. On revient au cinéma, là on était en train de se faire l'école buissonnière, mais ce n'est pas sans intérêt que vous donniez l'opinion d'une jeune femme de votre génération sur les choses de la vie qui sont finalement tout aussi importantes que les choses du cinéma. J'ai lu une chose là, j'étais pas au courant, j'étais surpris, mais on peut pas savoir tout. Vous avez rencontré Robert Altman au Canada. Oui. Et alors qu'est-ce que ça a été important cette rencontre et dans quelles circonstances? C'était à Montréal. J'étais à l'école, c'était pas vraiment important, je sais pas pourquoi, mais la presse part comme ça. Je fais une petite parenthèse pour dire que Robert Altman est un cinéaste américain, mais c'est le plus européen des cinéastes américains. Ouais, en plus, il vit en France. Oui. Je l'ai rencontré, en fait, j'ai rencontré son assistant dans une boîte de nuit qui m'a dit Robert Altman cherche quelqu'un pour son prochain film. Et puis j'ai rencontré Robert Altman et ça a été une belle rencontre, effectivement, mais le film ne s'est jamais fait. Et ça vous a encouragé à faire ce métier, lui? Il a été un élément détonateur pour vous pousser? Il m'a dit, je me rappelle très bien, il m'a dit, Emmanuel, je sens que tu as envie, besoin de t'exprimer, et je pense que ça serait une belle façon pour toi de le faire. Dites-moi, comment s'est passé... Mais non, j'ai pas vu le film, donc. Mais ce qui m'a fait rire, c'est la signature. Premier désir avec David Hamilton. J'étais sûre que vous allez me... Non, mais je l'ai pas vu. Alors, je vais vous dire, ça a été
Ça a été 2 mois formidables parce que c'était à Saint-Tropez, Oui, il que faisait j'ai chaud, il retrouvé faisait toute beau. ma famille. Il faisait beau, il faisait chaud, on s'est baigné, on allait en boîte de nuit le soir. Ça a été vraiment des vacances formidables. Bon, alors bon, ce qui a compté, c'est l'amour en douce, hein, ça Ouais. c'est important. Les films télé aussi. Les films TV, oui, parlez-moi un peu de ça, parce que vous savez combien il y a pour beaucoup d'acteurs et d'actrices, une espèce de tracisme vis-à-vis des films TV. J'aimerais bien vous entendre, j'aimerais bien entendre votre commentaire là-dessus. Moi, je pense et je réagirai encore pareil maintenant, sauf que malheureusement, quand on devient connu, les gens viennent moins vers vous, les gens de la télé. Mais je pense que si on a un très beau rôle à la télé, il vaut mieux l'accepter que dans un mauvais film au cinéma. Ça, c'est mon avis à moi. C'est ce que j'ai fait parce que déjà à l'époque, on me proposait beaucoup de films au cinéma que j'ai refusé pour aller faire, par exemple, un film qui s'appelle Raison perdue de Michel Favard, qui était un très 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 beau rôle et qui m'a fait beaucoup de bien. Bon, Autant que Manon d'ailleurs. Oui, et après tout, les trois registres d'expression peuvent se conjuguer, le théâtre, la télévision et le cinéma. Oui. Moi, je vois pas la différence. Je veux dire, on est comédien, et puis... alors, est-ce que c'est du snobisme, ou est-ce qu'effectivement... Mais à l'époque, je me rendais pas bien compte, parce que pour moi, c'était déjà tellement merveilleux de jouer. Est-ce qu'effectivement, il y a un manque de moyens à la télé par rapport au cinéma? Est-ce que les équipes sont aussi bonnes? Est-ce que l'image est aussi bonne? Enfin, il y a peut-être des problèmes comme ça, mais moi, à l'époque, c'était un tel miracle déjà de travailler, de faire mon métier, que j'ai rien vu. J'ai trouvé ça formidable. Eh ben, c'est parfait. La répétition, l'amour puni que vous avez joué au théâtre entre deux monstres, c'est affectif le terme, Giraudot et Dupéret. Oui. Belle expérience aussi. Ben, ça, c'était aussi le rôle d'une petite fille, hein, presque, enfin je dirais d'une jeune fille qui se fait embarquer dans les méandres pervers de ce couple. C'était le rôle d'une victime, effectivement, puisqu'elle tombait comme ça dans un château et que le comte tombait follement amoureux d'elle et que la femme et tout son entourage se révoltaient contre ça et qu'on finissait par l'assassiner moralement à la fin. J'ai l'impression, Emmanuel, que votre grand problème, c'est que vous vieillissez à l'intérieur plus vite que votre physique ne vieillit. Hein. Ouais. Et je crois que ça a toujours été ça. Vous êtes si pressé de vieillir. Mais c'est pas ça, mais c'est que j'y peux rien, moi, si l'intérieur vieillit plus vite. Je veux dire que c'est certainement mon passé, mon vécu. Effectivement, j'ai l'impression que l'intérieur est beaucoup plus mûr que l'extérieur. Et donc, il y a toujours cette différence entre les deux qui fait qu'on fait des rôles souvent de victimes, de jeunes filles. Vous êtes patiente? Et je le suis. Non, mais là, j'ai trouvé avec Sylvia. Oui. Avec Sylvia, j'ai vraiment trouvé ma... Dans la double inconstance. Ah oui, oui. Mais que vous jouez au théâtre. Oui, oui. Parce que ça, c'est pas une petite fille, c'est pas une victime, c'est quelqu'un qui contrôle complètement son destin. C'est quelqu'un de fort, de très très fort. Alors, en attendant de vieillir, il y a quand même les Américains qui vous ont repéré. Vous avez fait un film, là? Oui. Qui s'appelle Rendez-vous avec un ange. Date with an Angel. Et l'ange, c'est vous, évidemment. Et l'ange, c'est moi. Oui, c'est pas mal du tout. C'est l'histoire d'un ange qui débarque sur Terre. Oui. Elle a été envoyée par, je sais pas moi, Dieu, appelons-le Dieu. Et elle a une mission bien précise, seulement elle heurte un satellite, elle se casse la figure dans une piscine, et donc tout commence très mal. Et elle va se mettre à suivre un jeune homme de 25 ans qui est marié, qui a des enfants, et qui va absolument s'en débarrasser. Et donc c'est l'histoire de cet ange comme ça qui passe une quinzaine de jours sur Terre alors qu'elle n'a rien à y faire, qu'elle ne sait ni manger, ni s'habiller, ni parler, enfin bref, c'est quelqu'un de totalement en dehors du coup. Mais alors, vous avez tourné en anglais, vous parlez l'anglais? Oui, je parle anglais couramment. Couramment, mais c'est un formidable atout, ça. Et vous espérez beaucoup du résultat américain? Moi, ça m'est égal un peu. Non, j'en attends pas grand-chose, mais j'ai un agent qui m'a sauté dessus là-bas et qui m'a pris en charge et qui me donne des coups de fil toutes les semaines. Alors on verra bien ce que ça donnera. Mais avant, moi, je me suis laissé dire, mais on dit tellement de choses, que vous étiez quand même assez popote, que vous détestiez être exilé de France, partir 6 mois loin de chez vous. Vous êtes en train de vous tortiller sur les chaises, là, donc ça doit être quelque part vrai, ma question. Je suis pas popote. D'abord, je déteste faire la cuisine, je déteste faire le ménage. Donc, je suis pas popote. Mais j'aime bien mon univers, j'aime bien mon cocon, j'aime bien ma maison. Et j'aime bien mon chien. Et les racines. Et je veux dire que certainement, j'ai été beaucoup trimballée pendant mon enfance et je crois que tout d'un coup, le fait d'avoir une chose à moi, une maison à moi, ça me rassure complètement et ça me fait du bien. Et j'en ai besoin pour mon équilibre personnel. Emmanuel, j'ai l'impression que le métier d'actrice maintenant, et c'est pas une impression, je crois que c'est vrai, est beaucoup plus dur qu'il ne l'était
il y a 15-20 ans, où une actrice mettait du temps pour arriver en haut de l'affiche, mais que sans grosse faute de sa part, et en travaillant, elle y restait pour une décennie ou deux. Et maintenant, il semble que beaucoup de gens se succèdent et que le grand problème, c'est de durer. C'est de rester. Oui. On est un peu dans la génération Kleenex. On appelle ça comme ça en France. Je sais, oui. C'est un peu triste. Ceci dit, j'ai l'impression, moi, souvent les gens me disent c'est formidable, tu as vu comme tout est arrivé si vite. C'est vrai qu'il y en a qui mettent 20 ans à arriver. Mais ça fait 5 ans que je suis dans ce métier. J'ai fait énormément de télé, j'ai fait les choses petit à petit. Manon a été un gros succès, mais c'est pas encore ça qui m'a complètement lancée. Maintenant, le théâtre est en train d'approfondir tout ça, et donc j'ai l'impression, moi personnellement, de faire un travail plus de fourmi. Et donc, je me sens protégée par rapport à ça. Mais quel appétit, hein? Oui, ça, j'ai un appétit fou. Et puis, je peux pas imaginer 2 secondes que demain, je ne ferai plus ce métier, parce que qu'est-ce que je ferai d'autre? Cela dit, c'est aussi important, la vie quotidienne qui passe et qui coule, et les 22 ans, ça se retrouve pas quand même après, hein. Alors, vous la vivez pleinement? Oui, non, vous inquiétez pas pour moi. Ça manque de conviction, ça. Vous inquiétez pas pour moi, ça va bien. Non, oui, depuis que j'ai passé mon bac, depuis que j'ai plus allé à l'école et depuis que j'ai plus à répondre aux ordres de mes parents, je suis follement heureuse et je vis ma vie à pleines dents et je fais tout ce que je veux. Et j'ai la chance miraculeuse de pouvoir en plus exercer le métier que j'ai envie de faire. Ça me paraît une excellente conclusion. Je vous retrouve dans combien? Dans 10 ans, pour un rôle de femme alcoolique, battue, maltraitée, un vrai rôle de femme? Exactement, par exemple. Merci Emmanuelle. Au revoir.